En fait, il me semble qu'un des points communs des différentes interventions qui ont eu lieu, c'était de montrer que, bon, il y avait un problème spécifique, qui est un problème d'angoisse, qui est plus quelque chose d'existentiel, de profond, qui est peut-être conjoncturel, mais qui s'établit à l'échelle globale. Et puis, il y a un problème encore plus spécifique, qui est un problème européen, qui est lié à l'Europe. Et en particulier, on a évoqué particulièrement le premier intervenant qui présentait son livre, cette espèce de disjonction entre la réalité individuelle, concrète, et les représentations collectives plus abstraites qui étaient à la source de ce sentiment de déclin. C'est d'ailleurs pourquoi ça s'intitule, je crois, déclinisme et pas déclin. C'est-à-dire que le déclinisme, c'est comment est-ce qu'il y a une sorte d'élaboration du sentiment de déclin. Alors, je voudrais commencer par dire que c'est vrai qu'on est dans une situation à l'échelle globale, sans parler véritablement de l'Europe, une situation qui est, alors évidemment toutes les situations sont inédites, mais une situation à laquelle on a du mal aujourd'hui à s'adapter dans la construction de nos identités, parce que les identités, avant tout l'identité, il faut revenir au sens du mot, c'est comment est-ce qu'on essaye d'être identique à ce qu'on a été dans le temps, donc on s'habille d'une certaine manière, on se regarde dans la glace, on essaye de construire un autre soi-même pour pouvoir s'identifier, on se parle à soi-même. C'est d'ailleurs le tu moral, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. On se parle à soi-même, on s'identifie. Donc on a besoin même de figures fortes, de héros. Donc on a besoin de ce que j'appelle des sols mythiques qui nous permettent d'adhérer au sens de l'adhérence avant même d'adhérer, comme on adhérait à un parti politique en réfléchissant au sens de l'adhésion. Or le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la globalisation, on n'a plus les sols d'adhérence mythiques qui existaient jusque-là, dont un des derniers est l'État-nation, et la nation, le sentiment national, toute une série de choses. Pourquoi ? Pour des raisons simples. Pour une raison simple, c'est que, en fait, on a aujourd'hui 3 types de circulation qui sont intensifiés à l'échelle globale. Premier type de circulation, c'est la circulation des marchandises, c'est-à-dire qu'on consomme des choses qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète, mais ça, c'est pas neutre. Ça veut dire que quand on consomme des choses qui sont fabriquées à l'autre bout de la planète, ça veut dire qu'on désire aussi les consommer, même si elles ne font pas partie de notre culture habituelle. Première chose, donc il y a une intensification de la circulation des marchandises à l'échelle planétaire. 2, il y a une intensification des flux humains, c'est-à-dire que, pour faire vite, on a de l'immigration d'un côté, puis de notre côté, on a plutôt du tourisme. Ce n'est pas dans le même sens, ça n'a pas les mêmes conséquences, mais enfin, globalement, au sens global du terme, ça finit par produire des formes d'hybridation, des formes de communication infralinguistique. Et puis, il y a la 3e forme de circulation, qui aujourd'hui, à mon sens, n'est même plus de la circulation, et c'est la plus importante finalement, c'est la circulation de l'information. Pourquoi je dis que ce n'est plus de la circulation ? Puisque la circulation suppose une vitesse. Or, aujourd'hui, on est quasiment dans ce que j'appelle une sorte de grand bain informationnel. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi grand bain ? C'est l'image même du bain, quand on est dans son bain, vous savez, et puis on jette un objet d'un côté, puis ça remue de l'autre côté. Aujourd'hui, lorsque vous avez, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple, mais l'exemple il y a une bombe israélienne qui explose à Gaza, eh bien vous allez avoir des individus, moi j'ai pu le constater, dans la banlieue lyonnaise, qui, sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine et qui s'assimilent à leur, justement, ça a été dit, à leur origine ethno-culturelle, vont avoir le sentiment que cette bombe, via Facebook, via la réaction de leurs amis, etc., que cette bombe a explosé dans leur jardin, presque dans leur appartement. Et ils vont regarder leur voisin, qu'ils se représentent et qui peut-être est un juif séfarade, comme étant quelque part responsable de ça, comme étant celui-là. Et le juif séfarade en question, lui-même va se surreprésenter comme juif séfarade face à celui qui est d'origine ethnoculturelle maghrébine, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des distances qui vont se briser et des formes d'insécurité identitaire et des formes de conflits identitaires qui vont se ramener vers l'intérieur. Et ça, les anthropologues le savent, la construction des identités, elle se fait d'habitude tout le temps par l'extérieur. C'est-à-dire que quand il y avait plusieurs civilisations, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui il n'y a pas plusieurs civilisations, il y a une multitude d'identités, il y a une multitude de fractionnements, justement parce qu'il y a une seule civilisation et parce qu'il y a de plus en plus de disparités et parce que justement, puisque les désirs
parce que les images, parce que les marchandises circulent à grande vitesse, ce qu'on oublie, c'est qu'une circulation massive des désirs, c'est aussi une circulation massive des frustrations. Et les frustrations, elles se compensent par des constructions d'identité au niveau local. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que, comme l'autre, entre guillemets, n'est plus à l'extérieur, on ne peut plus le maintenir à l'extérieur, on a de plus en plus de mal à se définir. On sait que dans les sociétés humaines, dans la plupart des sociétés, on définit son identité par rapport à l'extérieur, en négatif de ce qu'il y a à l'extérieur. On va dire, nous sommes la tribu des humains parce que les autres, ce sont les non-humains. Certaines tribus d'Afrique. On va dire, nous sommes, par exemple, même le mot barbare vient de là, nous sommes grecs, nous sommes les Grecs, et de l'autre côté, les Grecs qui se voulaient être les civilisés, ils considéraient les Perses comme étant barbares, et en grec, barbare, c'est oi barbaroi, ça veut dire ceux qui ne parlent pas grec, et même, à la base, c'est un onomatopée, c'est-à-dire c'est parce qu'ils entendaient donc ces gens disent n'importe quoi, on ne comprend pas ce qu'ils disent, donc ils ne parlent pas grec, ils ne sont pas civilisés. Or aujourd'hui, tant qu'on pouvait maintenir à l'extérieur de la frontière l'autre, on pouvait définir son identité en disant l'autre est barbare, et donc ça nous sécurisait. Or aujourd'hui, il y a un renversement vers l'intérieur de la figure de l'autre. Et il y a un croisement intense à l'échelle planétaire. Et on n'a plus d'extériorité visible. D'où d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer ça, mais d'où d'ailleurs la figure de l'extraterrestre. La figure de l'extraterrestre qui apparaît 19e, 20e siècle, coordonnée avec la globalisation et qui permet de nous définir par rapport à une sorte d'extériorité fictive, mais qu'on ne trouve pas, finalement. Donc ça, effectivement, ce n'est pas rassurant. Ça nous empêche de construire des identités stables qui sont de plus en plus remplacées par ce que j'appelle, moi, des espaces déterritorialisés de désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identité, c'est par rapport au désir, on adhère à fonction d'un certain nombre de désirs, même c'est lié à la nourriture, c'est lié à un certain rapport au sens de la vie, à toute une série de choses, à la manière de s'habiller. Mais aujourd'hui, vous allez avoir des gens, par exemple, je prends la culture manga, ça va devenir un espace déterritorialisé de désir, qui peut partir d'une culture géographiquement située, le Japon, mais qui est complètement déterritorialisé ensuite par rapport au Japon. Vous avez des gens ici qui vont s'habiller d'une certaine manière, manger d'une certaine manière, penser d'une certaine manière, cultiver des proximités avec des gens qui vivent à l'autre bout de la planète, et paradoxalement, un plus grand éloignement avec des gens qui sont leurs voisins de palier. Donc c'est des espaces déterritorialisés de désir qui vont provoquer des conflits qui sont en quelque sorte renversés vers l'intérieur des sociétés, puisqu'on n'a plus d'extériorité stable. Au milieu de tout ça, premier point, qu'est-ce qui se passe en Europe? Parce que je crois qu'il y a une singularité, une spécificité européenne. Cette spécificité européenne, c'est-à-dire cette angoisse spécifiquement européenne, elle est liée à quoi? Elle est liée à ce que j'appelais le complexe de Suez, mais qui est plus large, c'était pour le situer comme situer un événement, mais en réalité, elle se caractérise par ce qu'on pourrait appeler une sorte de blessure narcissique collective, et qui est très présente à l'échelle européenne. Cette blessure, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le fait que, si vous voulez, l'Europe, il faut quand même réaliser, il faut le dire, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est une singularité historique absolue. Je veux dire par là, l'Europe, ce n'est pas un empire qui a conquis un autre empire. C'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est la colonisation, mais pas la colonisation politique, c'est seulement l'extérieur, la colonisation politique. C'est la colonisation des désirs eux-mêmes. Ça veut dire que l'Europe a colonisé les désirs du reste de la planète, est devenue le centre de gravité symbolique, narratif de la planète. C'est-à-dire qu'on a eu une satellisation, et quand j'emploie le mot satellisation, je l'emploie à dessein, parce qu'un satellite, quand on est satellisé, on est à la fois dans un rapport d'attraction, c'est-à-dire qu'on désire être européen, le reste de la planète désire être européen, s'habiller d'une certaine manière, à l'européenne, et en même temps, se sentait exclu de l'Europe, c'est-à-dire se sentait repoussé, jamais complètement européen, et donc il y a une attraction, mais en même temps une répulsion, et ça a produit quoi? Ça a produit des effets, on pourrait dire presque d'admiration et d'amour excessif de l'Europe, mais en même temps de haine excessive de l'Europe. C'est une grande partie de ce qu'on appelle l'islamisme, est directement liée à ce que certains appellent l'occidentalisme, c'est-à-dire une vision obsessive de l'Europe, qui peut exister en négatif ou en positif, et qui produit des effets qui ne sont pas bons, qu'il se soit des effets excessivement positifs ou excessivement négatifs, dans le rapport à l'Europe. Donc l'Europe, elle était, je ne veux pas dire heureuse, mais il y avait une certaine stabilité dans cette façon d'être au centre, en quelque sorte.
Sauf qu'elle a perdu cette centralité. Elle a perdu cette centralité, moi je la figure en trois grandes étapes. Première étape, c'est la centralité militaire, virile, collective, 14-18. Avec le fait que ce qui était en train de devenir la nouvelle superpuissance, le nouveau centre, les États-Unis sont intervenus et que les Européens ne sont pas arrivés à s'en sortir tout seuls. Deuxième, c'est 39-45, mais c'est pas, je ne la situe pas parce que c'est déjà fini pour la prééminence militaire. C'est après 45, c'est les accords de Bretton Woods, avec une double humiliation. Et là, c'est économique, c'est-à-dire c'est le fait que le dollar devient la monnaie mondiale. Et qu'en plus, les Européens vont devoir accepter d'être massivement aidés pour se reconstruire en dollars la nouvelle monnaie mondiale avec le fameux plan Marshall. Deuxième grande humiliation. Mais les Européens vont s'en sortir parce qu'économiquement, ça ne va pas aller si mal et qu'ils vont être les partenaires privilégiés des États-Unis. Donc, ils vont raconter une sorte de narration, une sorte de supériorité morale, une sorte le sens moral de l'humanité. Ils vont donner des leçons de morale à l'humanité à travers l'idée des droits humains, de l'esprit critique, de toute une série de choses. Et ça va marcher même du côté des États-Unis. Sauf que ça va commencer à se gâter vers vers le milieu même des années 80, parce qu'il va y avoir une crise économique très forte, chômage endémique, qui ne serait plus un chômage frictionnel, qu'on appelle frictionnel, qui est là juste pour huiler la machine. Chômage endémique, réalisation que l'Europe ne colonise plus le monde, non seulement du point de vue symbolique, mais ne le colonise plus même du point de vue économique, et ne le colonise plus même du point de vue politique, et que ceux que l'on avait colonisés, quelque part, sont aujourd'hui ici. C'est ça, la représentation d'une sorte de colonisation inversée, on y arrive petit à petit, qui va créer aussi ce sentiment de malaise en Europe. Et progressivement, on va s'orienter vers une Europe qui se retranche sur elle-même et qui va avoir le sentiment paradoxal d'être expropriée de l'universalité dont elle est à l'origine. Donc elle va finir par dire l'universalité, elle est à nous, sauf que c'est contradictoire dans les termes. Et on voit que tous les partis populistes aujourd'hui en Europe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prennent les valeurs centrales de cohésion, de liberté, d'universalité, de laïcité en France, à peu près partout. On voit ça en Hollande aussi. On voit ça en Norvège, parti de la liberté, parti du progrès, pardon. On voit ça en Autriche, parti de la liberté. C'est-à-dire toutes les valeurs centrales de cohésion, d'universalité, d'esprit critique, d'égalité qui ont fait l'Europe, qui vont être renversées pour produire une sorte... Ah non, j'ai encore 5 minutes là, non? Ah ouais, non, j'ai bien vu. Hein. Je suis sérieux quand même. 30 secondes de plus parce que vous m'avez... Non, je rigole. Vous êtes généreuse. Donc ces valeurs vont être en quelque sorte renversées en sens inverse. Par exemple, en France, la laïcité, qui est normalement un principe libéral au sens noble du terme, pas le libéralisme économique, le principe libéral va devenir un principe d'interdiction, alors que personne ne comprend. La neutralité, qui est la neutralité des agents publics, qui est là pour permettre au contraire la libre expression, va devenir la neutralisation de l'espace public. Ce qui même, du point de vue intellectuel, ne signifie rien. Mais peu de gens s'en rendent compte. On a des pseudo-philosophes en France, comme Madame Badinter, qui croient que ça signifie quelque chose. Mais ça ne signifie rien. Parce que la neutralisation de l'espace public, non pas la neutralité des agents publics, ça veut juste dire de revenir à l'ancien régime. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer dans la rue. C'est ce qui est complètement démentiel, cette espèce de renversement, mais qu'on retrouve à peu près partout en Europe. À peu près partout en Europe. Alors, donc je n'ai pas le temps d'exprimer les détails. Ce processus de retranchement de l'Europe sur elle-même, c'est ce que j'appelle le populisme liquide. Pourquoi j'appelle ça populisme liquide? J'appelle ça populisme liquide parce que, contrairement à ce qu'on dit lorsqu'on dit la notion de populisme, c'est une notion vague. Ce n'est pas une notion si vague que ça. Le populisme, ce n'est pas être démagogue. Dans toutes les sociétés, dans toutes les démocraties représentatives, il y a de la démagogie. C'est une pente normale, la démagogie, pour ainsi dire, d'essayer d'aller dans le sens du poil d'une majorité de la population pour être élu. Donc ce n'est pas ça le populisme. Ça serait banal de dire « oh, on est tous populistes ». Non. Deuxième point, ce n'est pas non plus être proche du peuple. Certains hommes politiques, en France ou ailleurs, disent « moi, je n'ai pas honte d'être populiste parce que je suis proche du peuple ». Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Le populisme, c'est parler à la place du peuple, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est refuser les institutions représentatives qui sont supposées représenter le peuple. Et c'est avoir une sorte de sentiment mystique à la place du peuple, et du peuple pris comme quelque chose de total, en entier, qui n'existe plus dans ses différences.
Donc vous voyez bien, dans ces différences, les rapports de force réels, par exemple, si on est marxiste, en termes de dominant-dominé, ça serait un peuple entier. Et comme il y a ce peuple qui serait encerclé, abattu, sur le point d'être presque exterminé culturellement, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme discours, eh bien il faut qu'il y ait des faux peuples. Des faux peuples, ça va être le musulman pour toute une série de raisons, des raisons historiques, colonisation, décolonisation, etc. Mais aussi pour d'autres, le rapport, effectivement, la vision qu'on a aujourd'hui du terrorisme. Mais ça va être aussi le musulman, pourquoi? Parce que le musulman, c'est un Janus bicéphale. D'un côté, il peut à la fois représenter l'image du sarrasin ennemi multiséculaire de l'Europe, qui serait monolithiquement chrétienne, donc les consciences de droite, plutôt réactionnaires, plutôt traditionnalistes, se disent oui, il faut combattre le musulman, c'est vrai, il y a un problème avec le musulman. Puis d'un autre côté, en même temps, c'est la projection du musulman ennemi de la liberté d'expression, de la démocratie, de l'égalité homme-femme, etc., etc. Et donc vous avez des consciences de gauche qui disent bien évidemment, il faut défendre contre le musulman. Et au-delà de la figure du musulman réel est dissoute, littéralement, on pourrait ainsi dire, écrasée et disparaît face à ce nouveau musulman. Pour parler comme Jean-Paul Sartre dans Réflexions sur la question juive, il disait que le juif était devenu un principe métaphysique. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe avec le musulman dans ce sens-là. Donc, pourquoi liquide, juste? C'est parce que dans les années 30, on avait un populisme qui était structuré sur des idées racistes et racialistes, idéologiquement stables, solides. Aujourd'hui, je dis liquide parce que c'est plus un rejet qui fondait sur, par exemple, la race, mais c'est un rejet qui est fondé sur l'idée vague de culture à l'intérieur de laquelle on peut mettre n'importe quoi, les identités, on peut mélanger à peu près tout ce qu'on veut, et on peut changer en temps réel. Et la seule chose qui reste, c'est juste le sentiment d'encerclement qui devient une sorte de programme négatif de ces partis populistes qui sont au centre de la politique européenne et qui donnent le là aux autres partis qui tournent autour, qui essayent de se définir par rapport à eux, sans cesse, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Et ça porte préjudice à quoi? Et je finirai par là. Ça porte préjudice, eh bien, puisque le seul programme c'est un contenant, c'est-à-dire un programme défensif, ça porte préjudice au programme qui pourrait avoir un contenu, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Parce qu'in fine, l'Europe, c'est quand même encore le premier produit brut mondial. C'est-à-dire que l'Europe a énormément d'atouts, peut-être plus d'atouts que d'autres parties du monde, même plus d'atouts que d'autres parties du monde, ça a été dit. Mais l'Europe est incapable de se fédérer, est incapable de construire une narration commune, est incapable de construire un sol d'adhérence commun, est incapable, bien, de faire ce qui pourrait être fait, par exemple, je n'ai pas le temps de le développer, je crois que c'est l'évidence. Cette question du travail et de l'emploi, c'est peut-être un des seuls endroits au monde où nous avons, comment dire, l'extension suffisante en termes d'espace économique, en termes de niveau d'industrialisation, pour amorcer le tournant vers une nouvelle économie qui ne soit plus une économie de, pour parler comme Rifkin, une économie de la rareté et qui suppose des formes d'inégalité dans la distribution, mais une économie prospère, de la prospérité, où la distribution ne soit plus envisagée de la même manière puisqu'on n'est plus dans la logique de la rareté, d'où la notion d'allocation universelle, et permettre un certain type de développement, y compris économique, par d'autres processus et d'autres procédures. C'est-à-dire c'est tellement complexe que je serais supposé dire si je devais développer ça, ce que je ne le ferai pas. Mais disons qu'en tout cas, juste pour finir par ce petit point, c'est qu'aujourd'hui, la technoscience, non seulement la technoscience au sens qui prend, entre guillemets, qui accomplit des tâches qui sont des tâches physiques, mais elle accomplit des tâches aussi qui étaient jadis des tâches mentales. Aujourd'hui, elle ne fait plus qu'accomplir seulement même des tâches physiques et des tâches mentales. À l'intérieur des tâches mentales, elle accomplit des tâches décisionnelles, c'est-à-dire des tâches d'arbitrage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de mieux calculer, au-delà de la tâche physique, c'est le fait de choisir quel calcul il est opportun de faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toute hypothèse, c'est véritablement la disparition de l'emploi. Mais la disparition de l'emploi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'était juste le rêve de la modernité. C'était juste le vrai rêve de la modernité. C'est pour ça d'ailleurs que les révolutionnaires ont employé la notion de citoyen, alors qu'au premier abord, citoyens, ce sont juste des aristocrates dans l'Antiquité grecque.
Mais c'était quoi comme aristocrates? C'était des gens, un, qui, contrairement à la noblesse d'Ancien Régime, étaient égaux entre eux, il y avait au moins ça, enfin partiellement, et deux, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas obligés de travailler pour pouvoir penser l'avenir. Ils n'étaient pas obligés de travailler, c'est ça la définition du citoyen. Et quand on rajoute universel devant, on voit bien que c'est pas possible s'il n'y a pas préalablement un processus qui est justement le processus de l'industrialisation et toute une série de choses qui vont se mettre en place en Europe à ce moment-là. Donc c'est une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, elle n'est pas supportable. Et au passage, c'est déjà ce que disait Keynes en 1929, à propos de la crise de 29, où il disait on va progressivement vers ce type de société, mais le problème, c'est qu'on est tellement peu habitué à cette situation que ça va provoquer une crise grave, c'est-à-dire on ne supportera pas la prospérité dans laquelle on va se trouver. Et on va inventer un manque. Ce manque, c'est il faudrait qu'on travaille. Alors que c'était exactement le contraire qu'a visé l'humanité depuis le début. Merci.